Bien, bonjour à toutes et tous. Il est 10h05, donc je vous propose de commencer cette matinale. Vous nous entendez toujours bien? Je n'ai pas de réponse, mais levez au moins un pouce si c'est le cas, ou quelqu'un qui... Voilà. Oui, bon, c'est bon. Ben, écoutez, merci de vous être connecté à cette matinale sur les premiers secours en santé mentale. C'est un peu comment dirais-je, un sujet à la fois nouveau et délicat. Nouveau parce que c'est pas une tradition, je veux dire, d'aborder ce type de sujet qui concerne comment dirais-je, la prévention, mais aussi la qualité de vie au travail. C'est une influence sur les deux. Donc c'est vraiment une nouveauté en cela. Donc euh, les gens du centre de gestion, Thomas Anthony Marillet, a été formé à ces questions-là il n'y a pas longtemps. Il a distribué son savoir à d'autres agents du centre de gestion pour venir en aide, en appoint aux collectivités, mais il nous a semblé intéressant que vous puissiez déjà avoir un premier regard sur sont les premiers secours en santé mentale et les premières alertes qu'il peut y avoir, parce qu'on vit dans un monde un peu compliqué à bien des égards. Euh, la porosité entre le monde professionnel et le monde privé étant assez importante. On a parfois du mal à distinguer l'un de l'autre, parfois c'est les deux qui peuvent se mêler pour avoir des situations compliquées à gérer sur le plan professionnel et surtout comment aussi on anticipe les premiers signes et comment on peut essayer de tenter de déjouer comment dirais-je, des problématiques qui pourraient effectivement survenir. Donc, comme c'est pas une matière toujours très facile à aborder, mais en même temps intéressante, il nous a semblé nécessaire absolument que les collectivités soient d'ores et déjà sensibilisées fortement à ce sujet, parce que peut-être que vous êtes d'ores et déjà impactés tout en le sachant ou en ne le sachant pas. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et donc, on va peut-être commencer à rentrer dans le détail. Monsieur Marillet, je vous laisse commencer à... Et moi, je vais y assister aussi, puisque je n'ai pas pu assister à toutes les autres formations. Merci à vous de votre attention et de votre disponibilité. Eh bien, merci, Monsieur Serre, pour ces propos introductifs. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, comme ça a été rappelé en introduction. Donc, pour mémoire et rappel, je m'appelle Anthony Marillet. Je suis conseiller en hygiène, sécurité au travail et également agent chargé de la fonction d'inspection, connu sous l'acronyme DACFI, au pôle santé, sécurité au travail, qualité de vie au travail du centre de gestion du Puy-de-Dôme. Et c'est au titre de formateur accrédité Premier Secours en Santé Mentale France, PSSM France, que j'ai la possibilité de vous dispenser ce type de niveau d'information, premier niveau d'information, étant rappelé que le format distanciel, comme celui qu'on connaît aujourd'hui, de l'ordre une heure et demie, n'a pas vocation à se substituer au format dit présentiel, donc en 14 heures de face à face pédagogique, qui vous permettrait, le cas échéant, de devenir ou de prétendre en fait à l'appellation de secouriste en santé mentale via le programme de formation que vous allez pouvoir découvrir à la faveur de ce webinaire. Donc, avant de commencer dans le déroulé, on va dire, concret de cette matinale RH, qui est, comme vous l'avez, comme c'est rappelé sur l'écran qui s'affiche et qui figure sur vos écrans respectifs, c'est une matinale qui est dédiée au premier secours en santé mentale, plus connu également sous l'acronyme de PSSM. Je vous informe, comme vous pouvez le constater, que cette réunion distancielle est enregistrée et elle fera l'objet d'une diffusion ultérieurement via les différents canaux et supports de communication du centre de gestion, à travers notamment, entre autres, son site internet, mais aussi sa chaîne YouTube qu'on peut retrouver en ligne. Et cette vidéo vous sera diffusée ultérieurement, à peu près dans une quinzaine de jours, après un travail de montage qui sera fait par les équipes du service communication.
Par ailleurs, en termes de modalités pratiques, comme il est d'usage sur un format qu'on peut qualifier de distanciel, je vous propose de réserver plutôt vos questions à la fin de cette présentation. Une approche qui se veut un peu plus, on va dire, descendante. Ce n'est pas effectivement la démarche pédagogique qu'on connaît en format présentiel, en format physique, mais c'est une approche qui permet de concentrer l'essentiel des réponses aux questions à la fin de la présentation, pour d'une part, pas trop faire interférence à l'exposé, et d'autre part, vous permettre en fait de réserver vos questions ultérieurement et de vous les préparer en conséquence. Donc, pour ce faire, vous pouvez vous manifester via le fil de conversation qu'on retrouve en partie droite de votre écran, et également en levant la main uniquement, ce qui me permettra d'activer vos micros respectifs et de vous permettre de prendre la communication si vous le souhaitez. Donc, du coup, dans ce cas, on propose d'y aller concrètement dans le vif du sujet, à savoir le programme du coup de cette matinée. On va aborder différentes notions à la faveur d'un programme qui était défini antérieurement et qui vous a été présenté via le lien d'inscription en ligne, à savoir la santé mentale, la notion de troubles psychiques. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails sur ce plan-là. Les origines des premiers secours en santé mentale, du premier secours en santé mentale en général, la formation premier secours en santé mentale France, donc, qui est proposée par le programme du coup PSSM France. Il y aura également le plan d'action aéré. On verra ce que ça implique en fait comme mise en œuvre concrète. On évoquera les dispositions prévues par la circulaire du 23 février 2022, qui prévoit entre autres un déploiement de ce type de dispositif dans les collectivités territoriales. Et enfin, en quoi le centre de gestion, via son pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail, peut vous apporter son appui et son concours sur cette thématique en général. Pour le bon fonctionnement également pratique de cette matinale, je vous invite quand même si je le fais de mon côté périodiquement, à couper bien vos micros, d'avoir cette action de micro coupé pour pas trop qu'on ait d'interférence du coup en lien avec la présentation du support. Alors, je vous invite également à vous manifester pour m'assurer que ce qui figure à l'écran apparaît également bien sur vos écrans respectifs. Est-ce que vous voyez bien apparaître le programme sur votre écran? Est-ce que vous avez Est-ce que le son est toujours OK? On peut continuer? Oui, j'ai des retours de quelques-uns d'entre vous, donc c'est parfait. Merci pour votre tour. Alors, rentrons dans le vif du sujet à travers cette notion de trouble psychique. Donc, plutôt la notion, je reviens en arrière, de santé mentale, avant même d'aborder les troubles psychiques, parce que ça serait passé effectivement une notion importante ça serait un peu trop anticipé de ma part. Donc, la notion de terme santé mentale, elle peut être définie de différentes manières. Donc, certaines définitions mettent plutôt l'accent sur le bien-être psychologique, alors que d'autres la voient plutôt comme l'absence de troubles psychiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on évoquera la notion de troubles psychiques. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, par exemple, elle définit, elle, la santé mentale de la façon suivante. Donc, je cite, « Le bien-être mental est une composante essentielle de la définition de la santé. Une bonne santé mentale permet aux individus de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de sa communauté. » Donc, partant de cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, et dans le cadre du programme de premier secours en santé mentale France qui vous sera proposé un peu plus tard, la santé mentale, elle est plutôt considérée comme un continuum, c'est-à-dire comme un état de bonne santé mentale plutôt qu'une notion de maladie mentale. Donc, la position d'une personne, comme on peut le voir sur la symbolique qui apparaît sur l'écran, elle va se déplacer, elle peut varier sur ce continuum au cours de sa vie, voire même de sa journée de travail, ou sa journée, effectivement, à titre personnel, du coup. Donc, une personne qui est en bonne santé mentale, plutôt une personne qui est en bonne santé mentale, elle se sentira capable de maîtriser ses émotions, d'avoir, par exemple, un bon fonctionnement cognitif et des interactions positives avec des membres de son entourage. À l'inverse, une personne qui pourrait être fragile sur ce plan-là pourrait rencontrer des difficultés. Donc, cet état permet à une personne d'accomplir ses différentes activités de la vie quotidienne
son travail, ses études, suivre effectivement un cursus de formation, de cursus universitaire le cas échéant, et d'entretenir des bonnes relations, plus loin des relations saines, effectivement, sur le plan à la fois familial et le plan social. Donc, j'ai résumé cette pensée générale de continuum de la santé mentale, qui aussi peut être symboliquement représentée par un bateau qui, sur une même rive, une rivière par exemple, peut naviguer et passer d'une rive à l'autre en fait au cours d'une même journée, voire même d'une même période. Donc, on peut très facilement, dans une même journée, basculer d'une santé mentale plutôt bonne à une santé mentale qu'on qualifiera de plutôt fragile. Donc, on peut résumer cette pensée globale par un adage qui est connu du plus grand nombre souvent et qui d'ailleurs est issu d'un adage en fait latin qui est plutôt un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est toute la notion de santé avec entre autres la santé mentale qui vient effectivement s'intégrer ou s'embriquer dans cette notion de santé. Partant de ce constat, on peut donc du coup commencer à évoquer les notions, ou plutôt la notion de trouble psychique, trouble au sens plutôt large du terme. Alors, de la même manière, il existe également une profusion de termes qui permettent d'utiliser, qui sont utilisés pour désigner les troubles psychiques. On peut parler, parfois, on écoute parler de maladie mentale, de troubles psychiques, d'affections psychiques, même de maladies psychiatriques. Alors, de manière générale, le parti pris de la formation qui est développée par le programme PSSM France, euh, elle englobe plutôt une approche plus globale qui permet à la fois de parler de maladies dites mentales, de symptômes de maladies mentales lorsqu'ils ne sont pas suffisamment sévères pour permettre de poser un diagnostic, donc un diagnostic de maladie, un diagnostic qui n'appartient pas, je le rappelle, à d'autres personnes qu'un médecin ou qu'un professionnel de santé. Et enfin, mais aussi des notions de crise qui peuvent être associées aux troubles psychiques, comme par exemple le développement d'idées suicidaires. Donc la notion de trouble psychique, c'est à la fois, on peut considérer que c'est plutôt une notion de pathologie qui entraîne à la fois des changements majeurs de la pensée, des émotions et des comportements, qui altèrent donc du coup le fonctionnement, on va dire, normal de la vie quotidienne, et qui, malgré tout, s'installe durablement ou perdure dans le temps. Donc, le problème, c'est que ces termes ne donnent pas beaucoup d'informations sur ce que va traverser la personne pendant qu'elle subit, ou plus loin, qu'elle souffre de ce type de trouble. C'est pourquoi le programme PSSM France qui vous est proposé a choisi de prendre la position qu'un trouble psychique est une pathologie, donc qui peut être diagnostiquée ou non, et qui va affectionner en fait le raisonnement, l'état émotionnel et le comportement d'une personne. Et le tout va s'inscrire durablement dans le temps. Donc, certaines personnes peuvent ne connaître qu'un seul épisode de trouble psychique au cours de leur vie, alors que d'autres vont peut-être en fait contracter ou plutôt rencontrer plusieurs épisodes qui vont être entrecoupés parfois de périodes de bien-être mental. C'est tout l'aspect du continuum que j'ai évoqué précédemment, c'est que même si la plupart du temps, une petite minorité de personnes vont souffrir de troubles, on va dire, psychiques chroniques, la plupart vont rencontrer des épisodes, on va dire, plus ou moins marqués. Donc, il existe différents types de troubles psychiques. Certains d'entre eux sont fréquents, et souvent les plus connus sont, par exemple, la dépression, les troubles anxieux, tandis que d'autres le sont moins, tels que les troubles schizophréniques et les troubles bipolaires. Alors, la difficulté là-dedans, ou plutôt le penchant, c'est que les troubles psychiques, comme tout autre problème de santé, elles peuvent aussi générer une situation de handicap qui peut être parfois sévère. Ceci n'est pas toujours bien compris par les personnes qui n'ont jamais souffert d'un trouble psychique, ce qui renvoie vers souvent cette notion d'amalgame, cette notion de préjugé qu'on peut rencontrer. Et donc, dans le prolongement de la diapositive précédente qu'on a vue sur la santé mentale, PSSM France, toujours encore une fois, a choisi de considérer toute cette notion de trouble psychique qui se situe toujours dans un continuum. Est-ce que vous, et là, si je vous invite effectivement à vous manifester via le fil de conversation ou via en levant la main, donc, du coup en prenant la parole, est-ce que vous connaissez d'autres termes qui pourraient être employés ou qui sont employés parfois à tort pour qualifier la notion de trouble psychique?
vous vient pas forcément spontanément d'idées en tête, non? Pour la notion de trouble psychique, comme de manière générale, on souhaitait les qualifier. Qu'est-ce qu'il est parfois d'usage de rencontrer comme qualificatif? Si je vous parle par exemple de notions de termes du langage familier, comme par exemple dingue, malade mental, fou, toqué, cinglé, timbré, détraqué, et puis des meilleurs qualificatifs, meilleurs ou pas, cela étant. Bien sûr, ces qualificatifs, du coup, pardon? P4. Oui, P4, en effet, oui. Alors, bien sûr, tous ces qualificatifs, du coup, qui appartiennent du coup au langage familial, sont donc à proscrire, puisqu'effectivement, ils sont de nature à favoriser la stigmatisation, de manière générale, sur une population qui souffre parfois silencieusement de ce type de trouble. Alors, il faut savoir que, contrairement à une idée reçue, donc ça permet de balayer parfois certaines fausses idées installées dans le collectif, les troubles psychiques sont courants au sein de la population européenne. Alors, pourquoi je parle de population européenne? Parce qu'en fait, on a, à la faveur de différentes enquêtes auto-épidémiologiques européennes qui se concentrent sur les aspects de santé mentale et de bien-être mental, on a des retours d'expérience, d'enquêtes, entre autres l'une d'entre elles qui est connue et qui a été réalisée dans 30 pays différents, donc des pays de l'Union européenne, mais pas seulement, celles qui effectivement en sont membres également sur le plan géographique. Cette étude a permis de révéler que plus d'une personne sur quatre, 27,1% pour être exact, ont ou vont souffrir en fait d'un trouble psychique courant. Donc, par là, on entend les troubles anxieux, dépressifs et autres troubles liés à l'utilisation de substances dites psychoactives ou psychotropes. Donc, cette notion de souffrance d'une personne sur quatre, on la retrouve à un moment donné en fait, de la vie en fait, d'une personne sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire que sur les 12 derniers mois, sur la dernière année du coup que nous avons vécu, au moins une personne, un Européen sur quatre a rencontré ce type de trouble. Et si on venait extrapoler ces chiffres donc, à l'échelle de la population européenne, cela représente tout de même 118 millions de personnes concernées par des troubles de cette nature. Donc, c'est dire l'ampleur du phénomène, et qui est d'ailleurs en fait démontré comme souvent sous-estimé au regard de cette étude. Partant de ce constat, pas des plus réjouissants, je vous l'accorde, cela nous permet en fait de mettre en évidence, sur le plan contextuel, les origines des premiers secours en santé mentale. Donc le programme de premiers secours en santé mentale, qui est connu sous le nom de Mental Health First Aid, a été conçu en 2000 à Canberra en Australie par, qui appartiendra à César, ce qui appartient à César pour le coup, par Betty Kitchener, éducatrice et usagère en santé mentale, en collaboration avec le professeur Tony Jorm, chercheur en santé mentale. Donc, ce programme a été créé à l'origine dans le but d'élargir le principe de formation au premier secours, le secours physique qu'on connaît quand même déjà bien maintenant, afin d'intégrer les troubles psychiques dans ce spectre, on va dire, d'intervention, et ce pour aider la population à fournir un soutien mieux adapté à une personne qui pourrait développer ou souffrir de troubles psychiques, ou présenter, le cas échéant, des signes d'aggravation d'un trouble psychique déjà installé ou existant, ou une personne qui se trouve en situation de crise. Donc le programme il est dirigé par la Mental Health First Aid International, qui exerce sous le nom de Mental Health First Aid Australia, et qui lui-même est un organisme en fait à but non lucratif. On peut retrouver en fait dans la diapositive qui s'affiche, on peut retrouver son logotype plus ou moins. Et l'une des particularités de ce programme en premier secours en santé mentale, c'est la manière dont il a été diffusé. Donc ce programme, il permet de former en France, d'ailleurs comme en Australie, des formateurs qui dispensent ensuite eux-mêmes la formation, soit pour le compte en fait, d'une organisation qui les emploie, comme une organisation publique par exemple, un établissement public, soit pour le propre compte, comme entre autres ceux qui sont effectivement dirigeants, par exemple, d'un organisme de formation. Donc le phénomène, enfin, l'axe de développement de cette offre de formation qui est recherchée, c'est bien sûr le principe de démultiplication. Plus on forme de formateurs, plus par démultiplication,
le formateur va former en fait des acteurs en premier secours en santé mentale, des secouristes en premier secours en santé mentale. Donc les programmes de premier secours en santé mentale, ils ont franchi ensuite la frontière de l'Australie pour la première fois en 2003, lorsqu'ils ont été adoptés par le gouvernement écossais, qui a été précurseur en Europe en la matière. Et dès lors, depuis, il s'est développé progressivement dans de nombreux pays. Donc, j'en vous fais pas la liste aussi parce qu'ils peuvent être assez nombreux, mais parmi les plus précurseurs, on retrouve l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, les Bermudes, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, Hong Kong, l'Irlande, le Japon, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Pays-Bas, la Suède et beaucoup d'autres pays en fait, de l'Union européenne. S'agissant de la France, il faut attendre 2018 pour que l'association Premier Secours en Santé Mentale France, PSSN France, et la fondation Pro Monte Sana pour la Suisse, ça s'est fait dans le même temps, ça s'est fait effectivement en concordance, en convergence, se voient accorder la fameuse licence en fait, de la Mental Health First Aid Australia pour permettre en fait, de décliner cette offre de formation auprès des administrés, tout du moins des citoyens français. Lorsque le programme de premier secours en santé mentale a été mis en place en France, le processus pédagogique original, élaboré par la Mental Health First Aid Australia, a été adapté à notre culture locale, à notre culture effectivement française, qui nous est propre, hein, et aux différentes spécificités locales qui tiennent essentiellement au système de santé français, notamment sur le plan du suivi psychologique et suivi psychiatrique. Alors, concrètement, cette formation Premier secours en santé mentale France, le programme développé par l'association du même nom, il dispose d'un large éventail pour intervenir et prévenir autant que se peut sur la base d'un niveau de prévention que je qualifierais plutôt de secondaire, de prévenir l'apparition ou plutôt l'aggravation des troubles psychiques et d'aider les personnes qui en souffrent et leur apporter en fait une aide de premier niveau. Donc les premiers secours en santé mentale ne sont, comme vous pouvez le remarquer, qu'un volet de cette palette ou de ce spectre d'intervention possible. Donc le schéma qui est affiché à l'écran et que vous pouvez prendre connaissance, il illustre les différentes états de santé mentale qu'on peut retrouver, notamment ce fameux continuum de santé mentale, qui va d'un état de bien-être au développement de troubles psychiques, allant jusqu'à effectivement ce qui est souhaitable et souhaité, jusqu'au rétablissement. Et il existe différents types d'interventions possibles, ils sont adaptés à ces différentes étapes qu'on peut rencontrer au cours même d'une vie, d'une part, mais au cours même d'une même journée. Par exemple, pour une personne qui va bien ou qui présente des symptômes légers, les programmes de prévention, tels entre autres, qui sont nombreux, hein, mais les formations aux compétences parentales, la promotion de l'activité physique, les dispositifs de gestion du stress qu'on peut retrouver dans certaines collectivités ou entreprises, les démarches en faveur de la qualité de vie, conditions de travail et du bien-être au travail sont en première intention, niveau, on va dire, de prévention primaire, plutôt plus appropriés que la formation au premier secours en santé mentale France. Pour une personne qui va présenter des troubles psychiques modérés, les programmes d'intervention précoce, tels que les premiers secours en santé mentale, peuvent être utiles. D'ailleurs, il existe différentes études, notamment des études dites d'essais randomisés, à travers notamment des enquêtes épidémiologiques, ont montré que la formation au premier secours en santé mentale, elle permet d'améliorer d'une part les connaissances des apprenants, d'autre part de faire reculer la stigmatisation, et enfin d'augmenter l'application des premiers secours auprès de personnes qui présentent ou sont atteintes de troubles psychiques. Et enfin, en dernière extrémité, si je peux dire, en fait, du spectre d'intervention, donc pour une personne qui souffre de troubles psychiques plus sévères, qui sont malheureusement durablement installés, il existe différentes approches de prise en charge. Pas certain que le premier secours en santé mentale permette d'y répondre, tout du moins en fait en situation habituelle, mais les démarches les plus appropriées sont plutôt des démarches dites de soins, de soutien, d'accompagnement, et qui permettent en fait à la personne qui présente ce type de trouble d'être aidée dans son processus de guérison, tout du moins de son processus de rétablissement. Donc le premier secours, plutôt les premiers secours en santé mentale,
qui constitue l'aide apportée à une personne qui développe un trouble psychique ou qui présente des signes d'aggravation de ces troubles sont plutôt adaptés dans ce type de situation. Et contrairement à l'idée reçue, le premier secours en santé mentale, développé par le programme PSSM France, entre autres, sont la plupart du temps donnés en attendant que la personne puisse bénéficier elle-même de l'aide de professionnels de santé ou en attendant que la crise qu'elle est en train de vivre soit effectivement passée. Donc les premiers secours en santé mentale sont en principe appliqués par une personne qui n'est pas généralement un professionnel de santé, parce que l'objectif étant de former des secouristes en santé mentale, mais plutôt de dessiner en fait un réseau social de proximité de la personne qui souffre de ce type de troubles, qui peuvent être un réseau tant familial qu'un réseau professionnel du coup. Et bien souvent, les activités professionnelles du coup qu'on peut retrouver dans les collectivités territoriales et établissements publics de notre giron de compétences, centre de gestion, qui sont les plus à même souvent de recevoir ce type de formation, sont par exemple les publics cibles qui sont exposés à des situations d'accueil de publics sensibles ou qui sont effectivement confrontés à un public rencontrant de ce type de difficultés. Par exemple, policiers municipaux, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires le cas échéant, intervenants ou aide à domicile, ATSEM dans les écoles, secrétaire mairie. Donc potentiellement, le public cible de cette offre de formation, il peut être important dès l'instant où il peut être concerné par ce type de situation. La formation premier secours en santé mentale France, elle permet de reconnaître l'ensemble des symptômes des différents troubles et des crises qui sont liées à la santé mentale et de proposer d'apporter une aide de première intention, de premier niveau, on l'a qualifié aussi ainsi, et d'orienter la personne vers les prises en charge les plus appropriées et de permettre à la personne ensuite de bénéficier de soutien ou faire l'objet d'un accompagnement par un professionnel de santé. Donc cette formation, concrètement, elle est dispensée par un formateur accrédité de PSSM France, qui a lui-même reçu une formation de formateur. Elle dure en fait à minima 14 heures de face-à-face pédagogique, donc sur 2 jours, pas forcément 2 jours consécutifs dans les faits. Elle ne prétend pas en fait au secouriste en santé mentale qui est formé à son issue de poser un diagnostic, ni faire encore moins une thérapie, mais elle a vocation, effectivement, comme son objectif est rappelé dans la diapositive qui s'affiche, à démystifier d'une part les problèmes de santé mentale à travers notamment la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être, mais aussi d'augmenter les savoirs qui sont autour de la santé mentale. L'idée étant d'apprendre à réagir de la manière la plus appropriée dès l'instant où apparaissent les premiers signes d'apparition de ce type de troubles, de maux, ou en situation de crise que peut rencontrer effectivement la personne concernée. Alors, la formation au premier secours en santé mentale, elle est donc utile pour de nombreuses raisons. Comme vous avez pu peut-être à la faveur de cet échange le découvrir, c'est que ces troubles psychiques sont courants. Pour rappel, l'anxiété, la dépression, le mésusage de l'alcool ou d'autres substances dites psychoactives, telles que les drogues entre autres, concernent tout de même 27% de la population européenne. Donc c'est quand même finalement très important. Donc plus d'une personne sur 4, plus d'un Européen sur 4. D'autre part, de nombreuses personnes ne sont pas suffisamment bien informées pour pouvoir déceler les troubles psychiques. Réagir de manière, d'une part aussi, d'autre part, appropriée au comportement de la personne souffrante et connaître les prises en charge les plus appropriées, les plus efficaces qui peuvent être mises à disposition par notre système de santé. Par ailleurs aussi, les idées reçues et les méprises sont aussi nombreuses. Parmi celles-ci, on retrouve l'idée selon laquelle une personne qui souffre de troubles psychiques peut être dangereuse, potentiellement. Il vaut mieux éviter les prises en charge qui sont psychiatriques, qu'elles peuvent parfois s'en sortir seules, ou avec un peu de volonté, vous savez, avec un peu de courage, un peu de force et de conviction, ou que seules les personnes les plus faibles sont atteintes de troubles psychiques. Alors, bien sûr, ces idées reçues sont fausses et sont à proscrire de base.
Donc, un bon nombre de personnes qui souffrent de troubles psychiques aussi ne cherchent pas toujours à se faire aider ou tardent parfois à le faire, ce qui fait que le diagnostic parfois en fait est posé de manière, non pas de manière précoce, mais de manière tardive. Indicativement, une donnée en France, c'est bien le rappeler, c'est que seulement 32, c'est facile, hein, 32,6% des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques l'année dernière, donc en fait au cours de l'année passée, ont reçu de l'aide de professionnels de santé. C'est-à-dire qu'en fait, seulement une personne sur trois souffrant de troubles de cette nature ont sollicité en fait un avis médical ou ont sollicité en fait un soutien d'un professionnel de santé en la matière. Et que même lorsque les personnes qui sollicitent une prise en charge, nombreuses sont celles qui attendent des années en fait avant de poser un diagnostic ou de se voir poser un diagnostic et de solliciter une aide. Donc, plus elle tarde à se faire aider et naturellement, malheureusement, à obtenir un soutien, et plus le processus de guérison, de rétablissement qu'on a rappelé dans le spectre d'intervention un peu plus tard, hein, un peu plus en amont, peut être difficile en fait à mettre en œuvre. Donc, du coup, les personnes peuvent être peuvent rencontrer des difficultés en fait à guérir ou à être rétablies de ce type de trouble. D'où l'intérêt, peut-être, en fait, de développer cette offre, cet axe de formation dans nos collectivités respectives. Alors concrètement, je rappelle bien du coup que cette formation n'a pas vocation, cette information plutôt n'a pas vocation à se substituer bien sûr à la formation du même nom au premier secours en santé mentale France, puisqu'elle est délivrée sur 14 heures de face-à-face pédagogique en présentiel. Mais on a fait le choix dans cette présentation de vous développer une forme de moyen mnémotechnique que les secouristes en santé mentale abordent au cours de cette formation et qui le permet en fait en gros de bénéficier d'une forme de conduite à tenir face à une personne rencontrant ce type de situation. Donc le plan d'action, qui dit plan d'action aéré, permet en fait aux secouristes en fait d'avoir quand même une forme de moyen mnémotechnique qui lui sera profitable pour en fait mettre en œuvre une intervention ou aborder une victime potentielle présentant des troubles psychiques. Avant même de pouvoir donner les premiers secours en santé mentale, les secouristes doivent acquérir des connaissances de base. Ça, c'est indéniable sur les troubles psychiques, afin de disposer des meilleurs outils et de permettre de déceler les premiers signes d'un trouble psychique qui s'installe ou d'une situation de crise. Il est important, avant de commencer, que le secouriste n'ignore pas les symptômes qu'il a remarqués ou ne présume pas qu'ils vont simplement disparaître. Donc, si le secouriste, si vous préférez, il pense qu'une personne proche manifeste des symptômes d'un trouble psychique, il doit donc l'approcher et lui parler afin de voir s'il peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Et son aide sera d'autant plus efficace qu'il disposera d'un plan d'action, ce fameux plan d'action aéré qui vous est affiché. À l'image, ou plutôt à l'instar en fait, des formations en premier secours physique, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse du sauveteur secours du travail, SST, des préventions secours civil de niveau 1 ou d'autres dispositifs de formation qu'on connaît en France, le secourisme au premier secours physique, ils fournissent souvent aux apprenants, même tout le temps, un plan d'action qui permet d'aborder ou d'apporter son aide à une personne qui est souvent ou souvent blessée, ou présente en fait un malaise. Par exemple, le moyen mnémotechnique qu'on emploie souvent dans la formation sauveteur secours du travail, c'est le fameux préface. À l'image de la préface d'un livre qui peut être préfacé, le préface, c'est résumé par le protéger, examiner la victime, faire alerter ou alerter si je me trouve seul, et apporter son secours, donc secourir. De la même façon, le premier secours en santé mentale France, le programme Premier secours en santé mentale France, a fait le choix d'aborder, du coup, pour le secouriste en santé mentale, cette approche-là sous la forme d'un plan d'action, donc le plan d'action aéré, qui permet en fait d'apporter son aide de manière méthodologique auprès d'une personne qui souffre ou développe des troubles psychiques. Le premier A dans aéré, c'est la notion d'approcher la personne et de l'évaluer et de l'assister en cas de crise. Donc cette première étape, cette première tâche du coup qui incombe en fait au secouriste à la faveur de sa formation, au bout de 14 heures, je le rappelle, elle consiste à approcher la personne et à être attentif aux signes de crise
et à aider la personne à les traverser le cas échéant. Donc les éléments clés pour le secouriste sont donc les suivants. Donc on va approcher la personne pour lui parler de son inquiétude, pour commencer. On va trouver le moment le plus opportun, le plus approprié et aussi le lieu le plus approprié pour que les deux personnes, donc secouriste et personne présentant des troubles ou souffrant de troubles, puissent se sentir le plus à l'aise possible en fait, pour libérer la parole, ou du moins permettre à la personne de verbaliser ses difficultés. Si la personne n'entame pas spontanément la conversation avec le secouriste au sujet de ce qu'elle ressent, ce qu'elle traverse, le secouriste doit essayer de lui parler et de mettre en œuvre les conditions les plus appropriées pour lui apporter son aide, tout en respectant sa vie privée, la confidentialité et les différents secrets auxquels on est tenu, tant sur le plan médical que sur le plan parfois professionnel. Donc ça, c'est le premier A en fait, du plan d'action aéré. Ensuite, le E, vous avez cette notion d'écouter activement et sans jugement. Donc cette notion, elle est très très importante dans la mesure où être à l'écoute et être capable de communiquer avec la personne qui présente ce type de trouble, c'est une compétence qui est très importante et que je qualifierais même de cruciale, puisqu'en fait, elle fait appel en fait, à différents savoirs et le plus important étant le savoir-être. Et lorsque le secouriste il écoute la personne et qu'il communique avec elle, il est important, autant que se peut, qu'il mette de côté tout jugement de valeur, tout jugement en fait, sur ce qu'est en train de ressentir ou ce qu'est en train de traverser la personne, et d'éviter de d'exprimer ses jugements, d'exprimer peut-être ses convictions. C'est difficile pour la simple et bonne raison que tout humain, quel qu'il soit, est câblé de telle sorte en fait que par défaut, il a différents jugements qui le traversent. Et ce jugement, en fait, il est obligatoire. Il est, par contre, pas nécessairement en fait exprimé face à la personne qui rencontre ce type de problème. C'est là tout l'enjeu, c'est en fait d'écouter, de savoir écouter, savoir entendre et ne pas exprimer en fait le jugement qui peut nous traverser par moment en tant que secouriste. Et il est démontré que la plupart des personnes qui font l'expérience d'émotions, de pensées qui seraient bouleversantes, elles veulent bien souvent être écoutées avec une forme d'empathie avant de se voir proposer différentes solutions et de ressources qu'elles peuvent effectivement utiliser pour être aidées. Et ça, cette notion d'écoute, elle est bien souvent l'une des plus importantes dans la boîte à outils du secouriste à mobiliser. Alors, lorsque le secouriste il écoute activement et communique sans jugement, il doit donc adopter certaines attitudes, certains comportements, et faire appel à des compétences en communication, tant en communication verbale, ce qui peut effectivement être amené à dire en termes de communication, mais aussi en communication non verbale, ce que peut exprimer son corps sans parfois le vouloir ou de manière inconsciente. C'est pourquoi cette compétence est très importante. Dans le R du plan d'action aéré, vous avez cette notion de réconfort et d'information, de réconforter et informer, puisqu'une fois que la personne qui souffre de troubles psychiques a senti qu'elle était écoutée avec jugement, mais sans empathie, avec empathie et sans jugement, pardon, il est plus facile que le secouriste en fait, puisse la réconforter, lui apporter son aide et l'informer. Donc le réconfort à cette étape-là, il consiste essentiellement à apporter un soutien qu'on va qualifier d'émotionnel du coup, notamment en faisant preuve d'empathie, une des composantes importantes qu'on va retrouver souvent, à l'égard de à la fois ce que la personne peut éprouver et essayer autant que se peut lui donner l'espoir d'un rétablissement ou d'une guérison et essayer de lui apporter une aide pratique pour les tâches qui peuvent lui sembler insurmontables. Ça peut être de la logistique, une aide à certaines liaisons, tant sur le plan administratif que sur le plan peut-être technique. L'idée étant de lui permettre en fait de lui apporter une aide, somme toute parfois très modeste, mais qui peuvent l'aider effectivement à surmonter les difficultés qu'elle rencontre. Le secouriste peut également demander à la personne si elle souhaite avoir des informations sur les troubles psychiques, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle a, considérant qu'aussi de nombreuses personnes peuvent être touchées par ce type de phénomène, ce type de trouble. Donc voilà, c'est important également
non pas relativiser, mais de mettre en évidence le fait que ça existe et que des solutions existent surtout. Dans le E suivant, en fait, du plan d'action aéré, vous avez la notion d'encourager d'aller voir ou d'aller rencontrer des professionnels de santé. Donc le secouriste, il peut également renseigner sur la personne, la personne qui souffre de troubles psychiques, sur les solutions qui sont disponibles et qui existent et vers lesquelles elle peut s'orienter, se tourner pour obtenir de l'aide et du soutien, bien sûr. Donc la personne qui souffre de troubles psychiques bénéficie généralement d'un meilleur processus, d'ailleurs démontré, d'un meilleur processus de rétablissement, puisqu'elle bénéficie en fait de l'aide et l'assistance en fait de professionnels de santé compétents qui vont lui apporter les traitements appropriés ou lui apporter les meilleurs schémas, on va dire, de rétablissement possible. Alors, toutefois, malheureusement, il est possible qu'elle ignore les différentes solutions dont elle dispose. Souvent, par manque d'information, les personnes qui souffrent de ce type de troubles ne connaissent pas ou méconnaissent l'importance des traitements médicamenteux qui peuvent exister, l'importance de certaines psychothérapies ou de certains soutiens aux membres de la famille qui peuvent être apportés, notamment le soutien à certains proches aidants, le soutien qu'on peut retrouver dans l'insertion socio-professionnelle du coup, et d'autres aides sociales qui peuvent être développées et peuvent être apportées à la personne qui vit ce type de trouble, notamment en matière, par exemple, de soutien financier, de revenus, de soutien en matière de logement et d'autres solutions qui peuvent exister et qui sont de coup à mobiliser le cas échéant. Donc là, on est bien sûr dans l'encouragement à aller voir des professionnels de santé qui sont effectivement des professionnels de santé compétents et aptes à rencontrer la personne et à leur apporter leur concours. Dans le dernier R en fait, du plan d'action, vous avez cette notion de renseigner sur les autres ressources disponibles, considérant que le secouriste peut également renseigner à la personne qui vit ce type de trouble sur les stratégies qui peuvent exister, notamment des stratégies d'auto-aide qu'elle peut avoir recours ou utiliser. L'encourager également à rechercher du soutien, il est souvent très important le soutien à la fois familial et parfois le soutien social dans l'entourage professionnel du coup qu'on peut retrouver. Donc des personnes qui ont souffert de troubles de cette nature peuvent également apporter une aide précieuse pour témoigner et apporter leur soutien, apporter des garanties quant à la possibilité de rétablissement dans le cadre du processus de guérison, de rétablissement que peuvent connaître les personnes. Donc c'est important en fait d'avoir en tête que les traitements tant médicamenteux que psychothérapie et autres techniques de suivi que peuvent bénéficier les personnes qui souffrent de ce type de symptômes, de troubles, peuvent en parallèle, voire même seulement bénéficier de ce type de ressources disponibles, pas forcément avoir recours uniquement aux médicaments et autres on va dire, schémas de guérison. Pour permettre de développer cette offre de formation, le législateur, en fait, enfin, indirectement le législateur, en fait, a développé, à la faveur d'une circulaire, celle du 23 février 2022, qui est relative en fait au déploiement de l'offre de formation en matière de premier secours en santé mentale, a permis de développer cette offre auprès de la fonction publique, particulièrement ces trois versants de la fonction publique, le versant hospitalier, les services de l'État et bien sûr le versant territorial, de ce type de formation. Donc comment ça s'est déroulé concrètement? C'est que en septembre 2021, se sont tenues en France les assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Et à la faveur de ce type d'assises, du coup, il a été convenu par consensus de prévoir de généraliser progressivement le déploiement en fait, du premier secours en santé mentale dans tous les secteurs, en fait, qui soient effectivement des secteurs du public et non aussi des secteurs du régime privé, afin de garantir une prise en charge la plus précoce des victimes qui souffrent de ce type de troubles, des troubles psychiques.
Donc, en première intention, le législateur en fait, a pensé que les employeurs publics étaient les plus opportuns pour développer cet effort de développement, enfin, cet effort de déploiement et permettre en fait aux agents, soit des services de l'État, hospitaliers ou territoriaux, d'engranger de la connaissance sur la matière et de bénéficier de plans d'action, de fameux plans d'action aérés, pour ensuite le décliner en termes de culture, en termes de culture locale. Pour ce qui nous concerne, dans la fonction publique territoriale, à l'image, à l'instar des autres fonctions publiques d'ailleurs, hein, la mise en place d'une offre de formation au premier secours en santé mentale, elle doit permettre de décliner cette offre en fait sous la forme de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la sensibilisation de tous les agents de la fonction publique, quels qu'ils soient, et quel que soit leur statut. Ça passe par des réunions de cette nature, comme par exemple cette matinale RH. Ça passe également peut-être par la tenue de réunions collégiales ou autres événements de sensibilisation. Ça ne rentre pas pour autant en fait, dans l'offre de formation que je vais décliner juste après. Donc ça, c'est ce premier niveau d'information. Premier objectif, c'est sensibiliser le plus grand nombre d'agents publics sur la santé mentale en général. En deuxième axe, par exemple, de développement, le législateur, en fait, à travers cette circulaire, a pensé à la formation de secouristes en santé mentale à travers l'offre de formation du programme de PSSM France. L'objectif étant de former le plus grand nombre de secouristes en santé mentale et de permettre aux agents territoriaux, hein, pour ce qui nous intéresse, d'acquérir les connaissances de base et de permettre la connaissance des conduites à tenir les plus appropriées pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc, ça, c'est effectivement le deuxième niveau de déploiement de cette offre de formation. Pour permettre ce que j'avais rappelé en introduction, le déploiement de cette action de formation de manière démultipliée dans les collectivités et administrations, le législateur a également prévu un troisième axe, un troisième levier, troisième niveau, qui est la formation de formateurs. Des formateurs dits accrédités, donc bénéficiant d'une accréditation du coup de 3 ans, délivrée par l'association PSSM France, à la faveur, ou plutôt à la suite, d'une formation de formateurs en fait, du même nom. Donc l'objectif, c'est de permettre en fait, de former des formateurs qu'on peut retrouver en fait, dans des collectivités, dans potentiellement vos collectivités respectives, et permettre à ces formateurs en fait, de déployer cette offre de formation en interne pour former le plus grand nombre de secouristes en santé mentale in situ, donc dans les collectivités. Donc la circulaire du 23 février 2022, qui est relative aux actions de sensibilisation de formation en secourisme mental, elle précise les objectifs et les modalités de déploiement, tant en termes de circonstances et de généralisation de déploiement qu'en termes de calendrier attendu. Donc, elle va également déterminer, cette circulaire, les conditions de pilotage de ce dispositif et les acteurs qui sont impliqués dans les 3 versants de la fonction publique. Parmi les modalités de mise en œuvre de cette circulaire, vous avez la possibilité d'avoir recours à des agents volontaires pour devenir à la fois secouriste et à la fois formateur, étant attendu de la part de l'effort de développement des collectivités territoriales la présence d'au moins un secouriste en santé mentale par collectivité. Un petit peu à l'instar qu'on peut retrouver en fait sur le secourisme physique plutôt, même si le plus grand nombre est souhaitable, il est attendu de manière, on va dire, plutôt non coercitive, ou incitative plutôt, je qualifierais ainsi, au moins la présence d'un secouriste en fait, par collectivité en matière de premier secours en santé mentale. L'évaluation des actions de mise en place de ce dispositif en fait, sera effectuée annuellement par le biais à la fois de la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, et également le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, qui se trouve être en gros notre organisme de formation pour nous, fonctionnaires territoriaux.
Alors concrètement, en quoi le centre de gestion, à travers son pôle santé, sécurité, qualité de vie au travail, et ma personne de formateur accrédité PSMCM France, en quoi en fait on peut vous apporter une aide, un soutien, des conseils. Ça tient à une approche en fait relativement modeste, dans le sens où le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme ne bénéficiant pas d'un numéro de déclaration d'activité délivré par l'adresse Auvergne-Rhône-Alpes en qualité d'organisme de formation, nous ne sommes pas donc du coup disposés à délivrer et à décliner cette offre de formation auprès des collectivités qui seraient affiliées ou adhérentes à nos services. Tout simplement parce que le cadre réglementaire ne nous le permet pas, dès l'instant où on n'est pas qualifié d'organisme de formation. Alors, le CNFPT, comme vous le savez, il a été rappelé du coup auparavant dans le comité de pilotage de l'action des déploiements de l'offre de formation PSSM France. Il est donc, et comme il est souvent d'usage, l'interlocuteur privilégié en matière de formation, et cette formation PSSM France ne déroge pas à la règle, puisque à son catalogue de formation, le CNFPT, alors souvent en fait à l'échelle de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, a développé une offre de formation au premier secours en santé mentale, tandis que l'offre de formation de formateurs en premier secours en santé mentale, France, est déclinée en fait à l'échelle nationale, ce qui effectivement implique pour vos formateurs du coup de se déplacer. En revanche, pour ce qui est du secourisme en santé mentale, du premier niveau d'action au secourisme en santé mentale, elle peut être déclinée en fait sur le catalogue de formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en quoi son gestion peut vous apporter son concours? C'est plutôt du concours qui consiste à vous apporter une aide ou un accompagnement des conseils, à vous délivrer des conseils en la matière, pour, notamment à la faveur de communication périodique sur le sujet, permettre, favoriser l'émergence d'une culture locale en fait, dans les collectivités locales, et permettre également le déploiement de ce type de dispositif en fait, dans le plus de collectivités potentielles qui seraient concernées. Potentiellement, en fait, au moins un secouriste par collectivité, donc ça peut en effet faire du monde. Donc cet appui CDG, en fait, il est limité dans les faits. Il empêche que du coup, le centre de gestion peut vous apporter de l'aide en matière de conseil dans la formation la plus appropriée et la plus opportune pour vos agents territoriaux. Alors pour terminer et vous remercier d'une part votre assiduité, votre participation. Je remets en fait en médaillon en fait du coup mes coordonnées, euh, précisant que du coup je suis à vos dispositions pour en parler d'une part dans un second temps de cette matinale RH et d'autre part en fait ultérieurement à votre convenance à la faveur d'un contact comme d'usage contact téléphonique ou d'un contact par mail. Donc n'hésitez pas du coup à me contacter à ce propos. Ce que je vous propose, c'est avant de clôturer cette matinale, c'est de vous permettre de prendre la parole, de vous exprimer sur ce sujet, de poser les questions dont vous avez du coup peut-être envie de lever parfois des réserves ou si vous avez des attentes particulières. N'hésitez pas en fait à les exprimer soit par le fil de conversation de la réunion qu'on retrouve en fait à droite de votre écran, soit par le biais de la prise de parole, auquel cas je vous inviterai en fait à prendre préalablement, à lever la main préalablement via l'outil de Teams, et je vous donnerai la parole à cet effet. Donc à votre disposition pour en parler et répondre le cas échéant à vos questions. D'accord, quelques instants, le temps que vous puissiez éventuellement les écrire dans le fil de conversation ou réfléchir à l'intervalidation. Faire un lien avec le DRPS en général, l'exposition au risque sous utile. Monsieur Pierre Bella fait référence à le lien plus ou moins important qu'on peut retrouver avec les risques psychosociaux et les activités professionnelles auxquelles sont exposés certains métiers. En effet, c'est une possibilité qui s'offre à vous
Bon, étant considéré qu'en la matière, le premier secours en santé mentale France, comme je l'ai rappelé, notamment dans cette dimension de secouriste en santé mentale, a plutôt un niveau d'intervention en prévention que je qualifierais de niveau secondaire. Donc le niveau primaire en la matière prévaut plutôt d'évaluer les risques auxquels sont exposés vos travailleurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit leur statut, les risques psychosociaux en faisant partie, puisque du coup, à la faveur de votre document unique d'évaluation des risques professionnels du coup, tant les risques physiques que les risques psychosociaux doivent être évalués et retranscrits dans un document qu'on qualifiera d'unique, hein, appellation d'origine protégée, si je peux dire ça ainsi, effectivement, qui permet d'une part d'en prendre connaissance, d'établir une forme de diagnostic en interne et de développer, le cas échéant, un plan d'action. Donc le premier secours en santé mentale n'est pas forcément le plus approprié en première intention, mais dans un plan de formation peut constituer en gros une forme de levier d'action pour développer une démarche de prévention en matière de RPS et de QVC, technique conditions de travail. Mais ça ne permet pas d'intervenir sur tout spectre, tout champ d'intervention des premiers secours en santé mentale, cela étant. Suite l'intervention de la psychologue de travail en dans le domaine de la santé mentale. Alors, comme tout professionnel de santé, qu'il s'agisse de psychologues effectivement du travail, comme vous le rappelez, ou de psychologues plutôt cliniciens, comme on peut avoir parfois sur le plan de certaines consultations ou certaines psychothérapies, comme tout professionnel de santé, le psychologue, la psychologue, le cas échéant, a son rôle à jouer en la matière, pas nécessairement en matière de formation du coup de secouriste en santé mentale, sauf si effectivement elle bénéficie ou il bénéficie d'une accréditation de formateur en secours en santé mentale France, mais apporte son concours tant sur le plan du suivi tant individuel que du suivi à titre collectif, dans les collectifs de travail. N'hésitez pas, si toutefois je ne réponds pas à la question, ou si effectivement parfois je me trouve un petit peu à la question, pas forcément au cœur de la réponse ou des attentes aux questions, mais n'hésitez pas à le verbaliser le cas échéant. C'est parfois le limite un peu de l'écrit qu'on peut retrouver, peut être un petit peu en limite, on va dire, d'intervention ou d'attribution. Alors, catalogue CNFPT, vous allez retrouver en fait l'axe de formation de secouriste en santé mentale, qu'on appelle la formation Premier secours en santé mentale France, puisque c'est l'offre du même nom développée par le programme du coup de l'association PSSN France. Vous avez ce premier niveau du coup qui est délivré, et vous avez à l'échelle nationale du coup une offre de formation de formateurs, qui permet ensuite de décliner dans les collectivités, souvent les collectivités les plus importantes qui bénéficient des ressources ad hoc pour les développer, du coup, une offre de formation de formateurs qui permet après de décliner in situ dans les collectivités qui sont souvent, on peut qualifier de macro, parce que c'est vrai que les petites collectivités ne trouvent pas forcément beaucoup d'intérêt pour différentes raisons de ressources disponibles, de compétences et autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont N'hésitez pas, hein, même à prendre la parole si c'est plus facile pour vous. Hein. On s'accorde encore quelques instants, si toutefois il y avait des écrits en cours de formalisation, s'assurer que tout le monde ne reste pas sur ses attentes ou ses réserves et qu'on puisse effectivement apporter la meilleure des réponses à chacun et chacun d'entre vous. Alors, semble pas. Bon. Donc, alors avec votre accord, donc du coup, cela étant, comme je l'ai rappelé dans la diapositive précédente, je reste disponible pour aborder ces sujets et ces questions du coup ultérieurement, hein, par le canal de communication qui vous paraît le plus opportun. Donc voilà, mais l'occasion pour nous de vous remercier de votre participation. Vous avez été de l'ordre d'une quarantaine, je crois, de participants. Donc, ça a été un plaisir de vous présenter cette déclinaison d'offre de formation.
en espérant qu'elle ait suscité de l'intérêt pour vous inversement et qu'elle puisse éventuellement, je l'espère en fait sincèrement, être développée dans vos différentes collectivités ou établissements publics respectifs. Alors, encore merci pour votre intérêt et puis bonne continuation et bonne journée à toutes et tous.